vous êtes nombreux et je vois que vous avez déjà été plusieurs à vous inscrire. On a déjà 35 participants et je vois le compteur qui monte régulièrement. Écoutez, je suis extrêmement heureuse de participer et de vous proposer ce webinaire qui est vraiment dédié à la découverte de Tenerdis. Tenerdis pôle de compétitivité, voilà, qui est à votre service pour les enjeux de la transition énergétique. Donc l'objectif, on a 1 heure et demie devant nous, c'est de partager un peu ce que l'on fait en termes d'apport de services pour vous en tant qu'entreprise. Et puis on fera témoigner un certain nombre de personnes aussi pour vous permettre aussi d'avoir des échanges réels avec des adhérents et qui nous ont rejoints. Et puis aussi le témoignage d'un certain nombre de grands témoins. Ce que je voulais vous proposer comme agenda, c'est effectivement tout d'abord de me présenter. Je suis Elisabeth Loger, je suis déléguée générale de Tenerdis depuis début 2019. J'ai rejoint cette belle aventure en même temps que la phase 4 des pôles de compétitivité. Et il se trouve que les enjeux sont vraiment au cœur de notre société, au cœur des enjeux des entreprises également, en termes de développement commercial, de développement et de leur croissance. Et bien sûr, tout ceci au niveau de l'innovation. Je vais laisser la parole 1 seconde ou un peu plus à Quentin Bonnefoy et je remercie Quentin qui a été à la manœuvre pour organiser ce webinaire, qui va vous donner quelques consignes pour la partie technique. Oui, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, simplement quelques informations que vous voyez à l'écran. Donc, votre micro et votre caméra sont coupés. La seule façon que vous avez d'interagir avec nous, c'est le chat qui s'affiche en bas à droite de votre écran, le petit chat. Et donc, simplement, la petite chose à savoir, vous avez juste au-dessus du champ « Tapez votre message », vous avez une petite bulle. Donc là, c'est pour écrire des messages normaux, pour nous signaler, par exemple, que vous nous entendez bien. Et pour poser une question, donc il y aura 2 sessions de questions-réponses. Nous modérerons les questions que vous posez et une personne choisira les questions et les lira à haute voix et les posera aux intervenants. Pour poser vos questions, donc vous avez le petit bouton, le petit icône question, voilà, qui change le chat en dessous. Donc vous avez juste 2 options, le chat classique avec la bulle et poser une question avec la petite question. Ça nous permet de distinguer plus facilement les questions que vous posez dans le chat. Voilà cette petite information. Et la dernière chose à savoir, c'est que là, vous voyez mon visage, et ce sera le cas pour les autres intervenants, dans une petite capsule vidéo. Vous avez la possibilité de l'accrocher à droite de votre écran pour ne pas qu'elle recouvre les slides. Donc, c'est la petite flèche juste en bas à droite de la vidéo, accrochée, qui vous permet d'accrocher la vidéo pour ne pas qu'elle recouvre les slides. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir. Et donc, je vous invite à poser des questions, les questions qui vous viennent à l'esprit lorsque nos intervenants parleront. Et nous les poserons donc une première fois vers 10h45 et il y aura une deuxième session vers 11h15 et une deuxième session de questions-réponses à la fin. Donc, nous vous invitons vraiment à poser toutes vos questions. Voilà, je laisse à nouveau la parole à Elisabeth. Oui, merci Quentin. Donc effectivement, voilà, l'objectif en fait de ce webinaire, c'est vraiment de balayer l'ensemble de nos activités, donc et aussi de les mettre en perspective évidemment de notre enjeu. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'est Tenerdis avec quelques chiffres, quelques éléments pour vous permettre de visualiser en fait quel est notre réseau. Donner quelques éléments de contexte, forcément courts, mais sur les perspectives au niveau de la transition énergétique et en particulier dans ces phases de crise et phases de relance. Et on sera aussi certainement heureux de partager une vidéo qui a été faite par Bertrand Piccard, que vous connaissez, qui est le président de la Fondation Solar Impulse. Et Bertrand Piccard nous a fait l'honneur d'être en direct lors de notre assemblée générale le 13 mai dernier. Et on a extrait une partie de sa vidéo où il parle effectivement de ces sujets. Et ensuite, on balayera l'ensemble de nos activités, donc innovation, développement du réseau et croissance. Un premier témoignage d'Elsa de Crête, que nous remercions, de la société Storengy. Une session de questions-réponses, comme l'exprimait Quentin juste avant, qui vous permettra de poser vos questions sur cette première partie du webinaire. Et ensuite, on attaquera sur la deuxième partie en parlant de communication, de visibilité de vos activités, de développement à l'international, avec également le témoignage de Sébastien Cerise de Reyes Group, que je remercie également. Et donc, nous finirons par une session de questions-réponses et une conclusion. Donc, quand on prend effectivement Tenerdis
Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, ils ont une mission très précise, labellisée par l'État, qui est d'accompagner et de développer des filières d'excellence par l'innovation. Et donc, on s'appuie particulièrement à développer le réseau et les collaborations entre les entreprises, entre les académiques, entre les territoires, pour justement fédérer et stimuler cette innovation collaborative. On a un rôle en particulier auprès des PME, des TPE, des ETI, qui sont bien souvent plus en difficulté pour trouver ces collaborations et monter ces collaborations. Donc, notre rôle est particulièrement là-dessus. Mais on s'adresse également auprès des grands groupes qui sont aussi en demandeurs de contacts et de nouvelles idées, d'opportunités de rencontres avec des petites entreprises également. On les aide à identifier les mécanismes de financement, on les accompagne dans le déroulement du projet. On accompagne également toutes les activités communes de mise en relation de B2B tout au long de leur parcours et on promeut leurs activités, leurs solutions en France et à l'international. Donc voilà vraiment notre rôle et notre mission. Et donc nous, parmi les 48 pôles français, on est le pôle de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques chiffres, 229 membres, 165, pratiquement les 2/3 de TI, PME, TPE. On a organisé 52 événements en 2019, pratiquement 2000 participants, une quarantaine de projets qui ont été labellisés ou soutenus à l'Europe et qui ont généré donc 11 millions de financements. Et puis donc des activités sur des solutions sur lesquelles je reviendrai ultérieurement, 16 actions à l'international dont vous parlera également Ingrid, et une activité sur les réseaux sociaux qui est extrêmement dynamique, extrêmement croissante, qui vous permettent aussi pour vous de mieux communiquer et de bénéficier de l'accompagnement du pôle par rapport à cela. Quand on parle de transition énergétique, jusqu'à une période, on va dire récente, on pensait beaucoup filière de production, le filière solaire, la filière éolienne, la filière hydraulique. Et donc, on parlait beaucoup plus production, on va dire, que consommation. Et un des grands enjeux de cette phase 4 que l'on a démarré, c'est d'associer effectivement toujours ces logiques de production et l'innovation que l'on peut mettre sur la production d'énergie renouvelable, mais on l'associe aussi dans un but de développement des usages qui soient soit dans le domaine de la mobilité décarbonée, soit également dans le domaine de l'efficacité énergétique, que ce soit dans le bâtiment ou l'industrie. Ces sujets d'efficacité énergétique, industrie en particulier, prennent de plus en plus d'ampleur avec les logiques de récupération d'énergie, avec les logiques d'économie circulaire. Mais c'est vrai qu'également dans le bâtiment où l'intelligence des systèmes apporte énormément d'efficacité. Et finalement, entre production et usage, eh bien, on a besoin de stocker et de convertir l'énergie sous différents supports, que ce soit le gaz, que ce soit l'hydraulique ou que ce soit l'électricité. Et aussi, on a besoin de travailler sur l'intelligence de tous ces systèmes-là, que ce soit en mode réseau ou en mode plutôt micro-réseau et qui peuvent être jusqu'à être autonomes. Donc, tout ce champ-là est large. Et c'est vrai que de ce fait-là, on a aussi un écosystème qui est très actif avec beaucoup d'adhérents qui représentent en fait ces différentes thématiques. On a, comme vous le voyez, un réseau qui est largement constitué d'entreprises, mais dans lequel on a aussi des collectivités et des centres de compétences, donc typiquement les grands laboratoires de recherche de la région. On a une dynamique avec 41 nouveaux adhérents dès 2019. On est déjà à date à plus de 210 adhérents. Donc, on est plutôt, je dirais, en croissance par rapport à l'année dernière, avec aujourd'hui une densité qui est plus sur l'axe Lyon-Grenoble, donc Isère-Rhône, mais qui commence de plus en plus à s'étendre, en particulier vers l'ouest du département, vers l'ouest de la région, où on veut aussi se développer et accompagner les entreprises. Voilà, quelques chiffres, hein, mais vous voyez que sur chacune des thématiques, on a plusieurs dizaines d'entreprises qui sont partie prenante de ces thèmes-là et qui sont là pour donc créer des collaborations, créer des partenariats et créer des projets d'innovation tous ensemble. Et donc, comme je le disais, également en lien avec les collectivités territoriales qui très souvent sont des récepteurs en fait de ces innovations. Une équipe, donc on a une équipe ici de 13 personnes avec donc différents services, hein, innovation que vous allez voir, réseau et croissance, international, communication dont je vais parler. On a également des gens qui nous accompagnent en partenariat issus d'entreprises.
pour développer cette équipe qui est essentiellement basée à Grenoble, mais qui a aussi un bureau qui est à Lyon. Donc, en particulier, pour travailler plus étroitement avec les collectivités, avec les entreprises de ce territoire et de la partie ouest de la région. Si je passe maintenant plutôt, on va dire, sur la partie prospective et transition énergétique, quelle perspective aujourd'hui? On a, pour toutes ces questions de contexte de Covid et autres, on est vraiment à la croisée des chemins. Je pense que les sujets de transition énergétique ont maintenant été fortement portés depuis de nombreuses années, mais il manquait un peu souvent le petit coup de pouce qui permettait d'aller plus vite. Alors, ça passait par des logiques réglementaires, ça passait par des logiques, je dirais, d'accompagnement à la mise en place de dispositifs. Mais la crise nous a apporté le fait de dire à un moment donné quand il va falloir faire de la relance, on ne peut pas ne pas la faire sans la transition énergétique. Donc, on a déjà un contexte institutionnel qui est très structurant. On a les engagements de la programmation pluriannuelle de l'énergie et les comités stratégiques de filière sur lesquels je reviendrai, mais qui ont déjà défini plusieurs axes et plusieurs, on va dire, seuils à atteindre d'ici 2028 en particulier ou 2030, suivant les thèmes. J'en ai cité un certain nombre ici, mais voilà, ça c'est inscrit dans la programmation de l'État et c'est un document sur lequel les gens s'appuient pour dire voilà maintenant la direction qu'on doit prendre. On a une perspective qui est de créer pratiquement plus de 420 000 emplois en 2028 et on reviendra sur le sujet des compétences parce que ces emplois sont des emplois théoriques et aujourd'hui, il faut nourrir toute notre filière et toutes nos filières et nos entreprises avec des emplois et donc avec des compétences et des jeunes en particulier qui soient formés, mais aussi des emplois qui viennent d'autres secteurs qui sont plus en difficulté et qu'on peut complètement requalifier dans ces emplois énergétiques. On a un plan Green Deal de financement européen de plus de 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Donc, c'est énorme, c'est sans précédent aujourd'hui. Et clairement, il faut qu'on utilise aussi cette manne-là pour nourrir l'innovation des entreprises. Et donc, une crise qui va conduire à des choix vraiment structurels. Tout d'abord, l'État l'a redit là récemment, on aura l'imposition de la transition énergétique comme base de la transformation pour redynamiser l'économie, que ce soit pour accompagner les nouvelles mobilités, que ce soit pour accompagner l'efficacité énergétique des bâtiments, pour accompagner aussi la transformation de nos industries. On est également face au fait qu'aujourd'hui, les collectivités vont et l'ont déjà, pour une grande majorité, déjà compris la volonté citoyenne d'aller vers un monde, je dirais, plus décarboné et clairement plus sain en matière d'énergie. Donc, quelque part, les collectivités aussi s'emparent du sujet encore plus que d'habitude. Et enfin, ce qui a été également clair, c'est qu'on a cette opportunité pour développer ou recréer des filières locales. Et j'y reviendrai, mais l'emploi est au cœur de la transition énergétique au service de la relance. Et c'est vrai sur les emplois d'exploitation et d'usage, mais c'est aussi vrai sur des emplois de construction d'équipements, de nouvelles technologies, et pour garder cette compétitivité de nos filières. Ces filières, elles seront fortes parce qu'elles seront basées sur des nouvelles énergies, elles seront porteurs d'efficacité énergétique et elles s'appuieront également sur toute la maîtrise que l'on peut avoir et l'intelligence que l'on peut mettre dans les réseaux et dans les dispositifs avec énormément d'implication du numérique au cœur de tous ces enjeux. Un point également qui est important, la logique d'écosystème est clé. C'est-à-dire que, en particulier, l'association, équipementier, filière de mise en œuvre, collectivité, réglementaire, incitation, bureau d'études et autres, tout cet écosystème est absolument fondamental pour faire fonctionner la transition énergétique, avec en plus un appui des académiques que l'on a en particulier dans la région. On a la chance d'être la première région industrielle de France, mais aussi une des premières en matière de recherche et d'innovation, et en particulier dans le domaine de l'énergie. Et il faut qu'on s'appuie sur ces forces-là pour le redévelopper. Les plans de relance nationaux, ils nous disent en particulier un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui intégrées dans les CSF, les comités stratégiques de filière. La relance bas carbone pour la transition énergétique. Le mot bas carbone, décarbonisation est un mot-clé de cette transition. La tenue des objectifs de la PPE, en particulier pour accélérer, en accélérant les dispositifs réglementaires. La compétitivité des ENR, donc accompagner la fiscalité, accompagner les certificats d'origine aussi de ces ENR.
protéger, même si c'est un terme un peu rude, mais en tout cas travailler sur notre maintien d'une souveraineté française et européenne. Et pareil, associer relocalisation et décarbonation de l'industrie. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'avoir des industries qui se recréent dans notre territoire, mais dans des logiques complètement décarbonées au maximum. Une relance économique qui passera par l'efficacité énergétique et l'accompagnement par des certificats d'économie d'énergie, des contrats de performance énergétique. Un gros axe sur la méthanisation et un gros axe sur la connexion des réseaux de chaleur, en particulier UNR. Ça, on est vraiment sur des axes de relance économique. Et ensuite, il y a des domaines stratégiques sur lesquels aujourd'hui l'État a choisi d'investir, qui sont les batteries, qui sont l'hydrogène renouvelable et ou bas carbone, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique par extension, avec la volonté de réindustrialiser, si possible, une filière, l'éolien et marin en particulier, un certain nombre de travaux sur l'hydroélectricité. Je vous l'ai fait extrêmement rapidement et on pourra passer beaucoup plus de temps à rentrer dans chacun de ces plans. On est connecté fortement donc à ces comités stratégiques de filière au niveau national et au niveau des ministères pour porter ces voies-là. Et on donne aussi matière à toutes ces instances-là des enjeux et des sujets importants sur lesquels il faut qu'on se positionne aujourd'hui. Et c'est en cours en ce moment en particulier. Je vais essayer aussi de vous apporter cet éclairage à travers un témoignage, qui est celui de Bertrand Picard, donc qui était à notre AG le 13 mai dernier. Et je crois que Quentin va vous basculer sur une petite vidéo qui présente ses conclusions. Bonne journée à tous, très heureux de vous rejoindre. Nous avons un très beau partenariat, effectivement, comme vous venez de l'entendre, entre la Fondation Solar Impulse et Tenerdis. Dans la crise du Covid-19, ou dans un deuil, ou dans n'importe quelle crise, finalement, qu'on vit dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Peut-être qu'on l'a pas choisi, on l'a pas souhaité, mais on est en rupture avec toutes ces habitudes, on est en rupture avec tout ce qu'on connaît. On passe par un moment où on est déstabilisé. Et là, on peut accepter d'essayer de faire quelque chose de cette crise, c'est-à-dire qu'on peut essayer de découvrir quels sont les outils qui nous manquent pour pouvoir fonctionner mieux. Et à ce moment-là, on va se concentrer sur le développement de ces outils, de ces compétences, de ces capacités, de manière à pouvoir ressortir de la crise plus fort qu'on y est entré. Ou bien alors, on va refuser. Refuser, ça veut dire souffrir. Ça veut dire empêcher finalement la vie de nous apprendre quelque chose de nouveau. Et on va tout faire pour essayer de revenir au stade précédent. Ce qui est passionnant, c'est de se demander comment construire un monde différent grâce à cette crise. Quand tout s'écroule, c'est beaucoup plus facile de construire quelque chose de différent que quand on est dans la routine. La routine, c'est justement ce qui tue la créativité, c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Autrefois, nous étions dans la routine. Alors, il y avait des conférences sur le climat, il y a des associations de clean tech, l'ICN, Tenerdis, la Fondation Solar Impulse qui essayait de développer la promotion de toutes ces technologies propres. Mais finalement, c'est très difficile, quand on est dans la routine, de changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de changer quelque chose. Beaucoup plus facile. Par contre, il faut lutter contre la peur de ceux qui ne veulent rien changer. Alors, on est dans une situation où il y a des milliards d'euros qui sont déversés sur les marchés et ces milliards doivent servir à construire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un monde qui est durable, un monde qui est efficient, un monde qui va pouvoir utiliser des nouvelles technologies, qui va pouvoir développer des nouvelles industries, notamment dans les déchets, dans l'économie circulaire, dans l'efficience énergétique, dans la construction, rénovation de bâtiments, dans l'agriculture, dans les processus industriels. Alors, peut-être que le changement aussi radical fait peur. C'est psychologiquement effrayant de changer. Mais aujourd'hui, il faut voir que c'est beaucoup plus effrayant de ne pas changer. C'est ça qui devrait nous faire peur. Alors, à Tenerdis, à la Fondation Solar Impulse, à l'ICN, on sait qu'il y a des solutions technologiques, des produits, des systèmes, des nouveaux matériaux, des programmes qui sont capables de protéger l'environnement et en même temps de stimuler la croissance économique, en même temps de créer des emplois et de faire du profit industriel. C'est ce qu'on peut appeler la croissance qualitative.
Donc, on n'est pas dans la décroissance qui amène au chaos social et aux millions de chômeurs, comme d'ailleurs ce que le Covid est en train de montrer. Donc, il faut surtout pas suivre la voie de la décroissance que prônent certains activistes écologistes. Mais par contre, il est évident qu'on ne peut pas continuer dans une croissance quantitative, soi-disant illimitée, qui nous amène au désastre environnemental. Donc, la croissance qualitative consiste à créer des emplois et à faire du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et c'est là que nous, acteurs des technologies propres, nous avons notre rôle à jouer. Parce qu'il faut montrer au gouvernement et montrer aux entreprises que les solutions sont là. Et donnons envie aux gens de changer, donnons-leur confiance de changer. Parler des problèmes, ça fait peur. Parler des solutions, ça donne confiance. Donc, je pense que c'est dans cette voie-là que nous devons. Merci à Quentin pour la technique. Voilà, donc Bertrand Piccard, effectivement, voilà, c'est quelqu'un qu'on a pu, je dirais, aborder dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec l'ICN, donc l'International Clean Tech Network, dont parlera Ingrid tout à l'heure, et qui effectivement nous permet, nous, de valoriser les solutions de nos membres dans le cadre de ce partenariat, avec voilà, un accompagnement dédié pour la soumission. Je vais prendre la suite de la présentation et je vais passer la parole à Valentin, qui doit être avec nous quelque part et qui va vous parler du premier secteur de Thénardis, qui est l'accompagnement autour de l'innovation. Donc, je pense que Valentin va prendre la parole, va se positionner dans un petit coin. Voilà, je lui laisse. Valentin, on a un petit problème de son. Oui, Valentin, on ne t'entend pas. Il faut que tu actives ton micro. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout bon. Ok, super, excusez-moi. Merci Elisabeth pour cette transition. Donc Valentin Maillot, mon chargé de mission innovation chez Thénardis. Je vais vous présenter l'activité innovation du pôle de compétitivité. Donc on est 3 dans le pôle innovation avec Céline Fallot et Nadine Aubinet. Les missions du pôle innovation, ça va être d'accompagner nos adhérents dans la construction et le financement de leurs projets et dans toute la partie développement des collaborations pour notamment développer des projets collaboratifs. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour vous accompagner, pour construire un projet, pour développer ces innovations dont a parlé Bertrand Piccard à l'instant? On peut intervenir à tous les stades de maturité de l'idée du projet, donc depuis l'émergence de l'idée jusqu'au dépôt du projet, et puis on va s'occuper également de tout le suivi du projet et de la valorisation de ses résultats une fois que le projet sera terminé. Donc sur cette première phase de construction du projet, nous allons intervenir pour aider à positionner le projet en phase avec la stratégie de l'entreprise. Donc on va s'assurer que c'est bien en fonction de vos perspectives de croissance, et puis on va vous aider à positionner ces projets-là dans les feuilles de route qui peuvent être écrites à l'échelle régionale, nationale et européenne. Donc feuilles de route auxquelles Thénardis contribue par ailleurs activement, notamment dans notre implication dans les comités stratégiques de filière, en particulier le comité stratégique de filière industrie des nouveaux systèmes énergétiques. Nous avons été très actifs dans l'élaboration de 2 appels à manifestation d'intérêt récents, un sur l'appel à manifestation d'intérêt méthanisation et un autre sur l'hydrogène, qui devraient tous les 2 déboucher sur des appels à projets dédiés. On a, sur ces 2 AMI, obtenu plus de 100 réponses, respectivement 100 et 140 à l'échelle nationale, et puis à peu près une vingtaine de dossiers soumis par nos adhérents. Les contributions que Thénardis apporte dans ces feuilles de route sont issues, bien entendu, des discussions que nous avons avec nos adhérents. Donc, nous faisons les porte-paroles, nous faisons le relais de vos enjeux, de vos projets d'innovation
de manière à faire en sorte qu'ils soient bien pris en compte dans les appels à projets qui vont être ouverts par l'État ou les autres financeurs, et que ces projets puissent être donc financés par de l'argent public. Donc, les autres facteurs de succès des projets sur lesquels nous allons avoir un intérêt particulier, ça va être sur l'impact économique de votre projet, et puis bien entendu sur l'intégration des objectifs sociétaux et des usages de votre projet, parce qu'il ne s'agit pas de développer un projet parce qu'on peut faire un projet, parce qu'on a une belle innovation. Là, on risquerait de tomber dans du techno-push. Il faut bien, avant de développer un projet, s'assurer qu'il y a un marché et que ce projet va pouvoir déboucher sur un objet commercialisable ou un service innovant, on va dire. Donc, pour ce faire, nous positionnons également le projet sur une échelle TRL. Donc, c'est une échelle qui est standard, à l'échelle internationale. À la base, elle avait été créée par la NASA pour justement pouvoir positionner donc un projet sur son niveau de maturité entre la phase d'idée et la phase de commercialisation. Donc, c'est quelque chose qui est un indicateur très intéressant. Une fois que le projet va être construit, nous allons vous aider à trouver les financements appropriés. Donc, de quelle manière on va s'y prendre? Nous, ce que nous faisons au quotidien dans le pôle innovation, c'est que nous faisons une revue des différents appels à projets qui sont publiés par les financeurs. On en a un certain nombre qui sont mentionnés sur le côté de cette slide, bien sûr qui n'est pas exhaustive, donc que ce soit par exemple la Commission européenne avec le programme Horizon 2020, et puis des organismes nationaux, notamment l'ADEME ou BPI-France, des organismes régionaux, donc la région, Rhône-Alpes en particulier, puis même certaines fois, dans des cas particuliers, des collectivités territoriales qu'on peut voir ici. Donc, nous allons faire un décryptage de ces appels à projets et nous allons flécher les différents appels à projets vers nos adhérents en fonction de leurs enjeux du quotidien. Donc, ça nous permet d'identifier les complémentarités entre différents acteurs, de les mettre en relation. C'est toute la force de notre réseau. Et puis, donc, pour anticiper au mieux le dépôt sur les différents appels à projets, nous diffusons chaque mois une newsletter qui rappelle quelques appels à projets que nous mettons en avant, qui permet de tenir au courant nos adhérents et de manière à ce qu'ils puissent bien sûr anticiper au maximum la construction de leur dossier et se donner le maximum de chances de réussite pour être financés. Bien sûr, donc notre accompagnement ça ne s'arrête pas là. Nous allons jusqu'à l'interface avec les financeurs, le suivi avec l'ensemble des consortiums lorsqu'on parle d'un projet collaboratif, et puis donc l'ensemble des parties prenantes, y compris donc les financeurs. Donc les projets que nous accompagnons sont en règle générale labellisés par Ténardis, donc c'est un label qui est recherché, qui est reconnu donc par les financeurs, puisqu'ils savent que nous avons déjà fourni tout ce travail d'accompagnement. Donc nous sommes vigilants sur la pertinence du projet, bien entendu, sur l'adéquation avec le guichet qui est visé, et puis nous mobilisons des expertises à la fois techniques et économiques, donc des experts qui sont affiliés à Ténardis, qui sont bénévoles pour cette partie expertise. Donc ce n'est pas l'équipe Ténardis qui décide de labelliser le projet, mais c'est vraiment un consortium d'experts qui se met d'accord pour que les entreprises puissent se prévaloir du soutien de Ténardis. Donc, pour les quelques chiffres clés qui viennent appuyer ces différents éléments, donc en 2019, nous avons accompagné à peu près une quarantaine de projets, qu'on a vu sur la slide du début présentée par Elisabeth, qui rassemblent environ 11 millions de financement, 11 millions d'euros de financement obtenus. Donc l'ensemble des projets qui sont en cours actuellement, suivis par Ténardis depuis des années, donc bénéficient à environ 50 organismes bénéficiaires. Donc, nous avons actuellement une base de données de projets en émergence de 62 projets, donc qui peuvent aller donc, de la phase idée de projet jusqu'à la partie dépôt, que ce soit donc bien sûr dans les quelques jours à venir ou dans un délai pour l'instant pas défini. Nous avons mobilisé une trentaine d'experts pour les comités de labellisation, donc ce qui est aussi une force de notre réseau. Qui permet donc de soutenir les projets de manière ferme. Donc je ne vais pas revenir sur la partie Green Deal en particulier, donc qui a été développée par Elisabeth. Donc on a une formidable opportunité actuellement du côté de l'Europe.
donc avec des objectifs bien sûr en phase avec Tenardis, hein, les ENR, les infrastructures, les réseaux de chaleur, le chauffage urbain, la rénovation des bâtiments, c'est autant de sujets sur lesquels donc de l'innovation est possible, va être financée avec des forts enjeux. Donc on va dire la dernière mission du pôle innovation, c'est le développement des collaborations. Nous faisons en sorte que nos adhérents se connaissent entre eux, puissent travailler entre eux, donc que ce soit avec les laboratoires de recherche qui soient académiques, les centres techniques. Nous nous appuyons sur un réseau d'animateurs de réseaux de recherche qui sont soit nationaux, soit internationaux. Et puis, donc nous animons des groupes de travail et des événements, donc des groupes de travail thématiques qui sont alimentés par les propositions de nos adhérents et par nos animateurs de nos domaines d'activité stratégiques. Donc, par exemple, sur les réseaux de chaleur. Nous faisons donc des événements en partenariat avec d'autres pôles de compétitivité, d'autres clusters. Donc, soit nous les intégrons dans nos événements, soit c'est nous qui venons nous greffer au leur, de manière à mailler l'ensemble de nos écosystèmes et arriver à avoir des projets communs. Donc, à noter que nous nous appuyons sur un réseau de clusters qui s'appelle la Smart Energy Alliance, donc qui rassemble 5 pôles de compétitivité énergie, 5 pôles de compétitivité numérique et un pôle de compétitivité sur la mobilité. Il se trouve que la directrice exécutive de Smart Energy Alliance, c'est notre déléguée générale, Elisabeth Loget. Et à noter que nous avons lancé une nouvelle offre de service sur la stratégie de financement des projets d'innovation, donc qui vise à accompagner l'ensemble de la stratégie des entreprises, la planification de l'ensemble de leurs projets, leur positionnement sur l'ensemble des guichets possibles, et là sur une vision qui peut être de très long terme. Je pense que j'ai peut-être été un peu long, je m'en excuse pour le reste de la présentation, et donc je repasse la parole à la personne suivante, qui s'avère être Michel Deflache pour la partie réseau et croissance. Voilà, c'est Michel qui prend la suite, normalement. Michel, à toi. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, pour suivre le pilier innovation, eh bien, je vais vous présenter rapidement donc le pilier réseau et croissance. Donc, nous sommes 4 à travailler dans ce pilier-là. Donc, je suis Michel Deflache, basé à Lyon, avec Alain Gaujean qui est détaché, qui s'occupe particulièrement du biogaz, Sylvie Jans qui nous a rejoint aussi, qui est détaché, qui s'occupe de tous les aspects formation, et puis Quentin, qu'on ne présente plus, qui porte à bout de bras ce webinaire. Donc, réseau et croissance, en fait, tout simplement, c'est soutenir votre business, puisque c'est une attente majeure aujourd'hui de nos adhérents qui, au départ du pôle, nous avaient rejoints surtout pour des problématiques d'innovation, mais qui aujourd'hui nous rejoignent également pour soutenir leur business. Donc, comme vient de le dire Valentin, et je ne serai pas redondant par rapport à ce qu'il a dit, nous, on est au cœur en fait de réseau, et dont on vous fait profiter, nos adhérents et ceux qui veulent bien nous rejoindre. Donc, via des manifestations, des événements, ils sont nombreux, 52 événements l'an dernier. Cette année, malgré le virus, il n'a pas réussi à mettre à terre notre activité, puisqu'on a organisé soit en présentiel en début d'année, soit ensuite à distance une vingtaine d'événements avec pratiquement 1000 participants. Donc, par exemple, les rencontres réseau Tenardis qui rythment notre année à raison de 2 événements par an. Le prochain, ce sera pour le 15 octobre, et ce seront les 15 ans de la création de Tenardis. Des comités de programme dans le cadre de l'innovation, donc le prochain dédié au traitement des déchets par des différentes méthodes, la pyrogazéification par exemple, ou un autre que va piloter Valentin le 17 novembre sur la production, sur l'innovation dans les systèmes ENR et notamment la production. Beaucoup d'activités avec les territoires, donc des partenariats stratégiques, on a des feuilles de route communes avec d'autres pôles. Nous sommes une TPE, donc on comprend les problématiques des TPE avec des aspects de réactivité, de disponibilité, et on essaie justement par ces partenariats d'aller vers des économies d'échelle et d'agir le plus possible en synergie pour défendre aussi les intérêts des PME et de nos adhérents plus largement. Dans ce cadre-là, on a mis en place, et c'est assez innovant, un club des partenaires. Ce sont des organisations, des acteurs de l'innovation
qui sont dans différents secteurs. Ça peut être l'industrialisation, les supports RH, ça peut être l'accompagnement à des projets, ça peut être aussi de l'accompagnement à des levées de fonds. Donc, on a des partenaires qui vont donc nous rejoindre pour aider, soit individuellement, soit en s'en regroupant pour faire une offre un peu packagée, aider nos entreprises, nos PME en particulier, à prospérer et à développer leur activité. Donc, on a une ambition d'avoir une quinzaine de ces partenaires qui vont nous rejoindre, qui sont en train de nous rejoindre, donc au bénéfice de nos PME. Ensuite, il y a un enjeu clé donc, et de plus en plus pour Tenerdis, c'est de répondre aux attentes des entreprises sur les enjeux de formation. On voit vous êtes nombreux à rencontrer des problèmes de recrutement. Donc, on est impliqué dans de la formation continue, avec notamment une application dans le campus des métiers Smart Energy, qui est parti de Grenoble et qui s'étend maintenant à la région Rhône-Alpes. On est impliqué dans les formations diplômantes également, notamment une nouvelle formation qui va voir le jour à la rentrée de cette année, portée par EM Lyon et l'ECAM, qui est adhérent, donc dans laquelle on s'implique beaucoup. Et donc, notre application, c'est faire le lien avec les entreprises, notamment pour des besoins de stage, des besoins d'immersion aussi dans le monde professionnel. Donc, on a de plus en plus cette implication dans le domaine de la formation des RH, parce que c'est encore une fois, on est à l'écoute des entreprises notamment, et on souhaite y répondre avec des solutions, comme l'a évoqué tout à l'heure Bertrand Piquer. Les problèmes, c'est bien, les solutions, c'est mieux. Donc, dans cette perspective aussi de répondre à ces attentes, on fait partie de projets européens. Donc, dans les projets européens, vous avez deux aspects, des projets pour lesquels on va accompagner nos entreprises sur des guichets de financement, et puis des projets dans lesquels nous-mêmes, en tant que pôle, on est impliqué au bénéfice de nos adhérents, tels que Smart Energy, un projet donc, dans lequel on est 6 partenaires et qui vise à mettre en relation des PME européennes entre elles. On est également partenaire d'une association qui s'appelle PEX, avec laquelle on fait pas mal d'événements, et notamment le prochain, qui sera le 7 juillet, sera dédié au financement, donc faire se rencontrer des entreprises qui ont des besoins de financement et des acteurs du financement. Donc, le fait d'être adhérent Tenerdis, par exemple, vous fait bénéficier de tarifs préférentiels et d'un accès privilégié à cet événement. Donc, il suffit de consulter le calendrier, de nombreuses opportunités de rencontres pour satisfaire à vos besoins. Donc maintenant, je vais passer la parole, en essayant d'avoir rattrapé un peu le temps, à Elsa de Crête, donc, qui est de la société Storengy, qui est chargée de relations territoire. Storengy est un adhérent, je crois, depuis 3 ans de Tenerdis. Donc, je passe la parole à Elsa, en vous remerciant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je crois que... Bonjour Elsa, je vous confirme qu'on vous entend bien. Mais c'est je crois que vous voyez mon bureau. Ça fonctionne. Voilà, super. Merci. Et on vous voit désormais, oui, c'est tout. Bon, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de partager notre retour d'expérience. Alors, je vais commencer par présenter rapidement Storengy en quelques mots. Alors, notre métier historique à nous, c'est de stocker du gaz naturel, donc du méthane, dans le sous-sol, et ce, dans plusieurs régions de France. Quand on pense gaz, on pense souvent au stockage en forme de grosses bonbonnes, le stockage GPL. Non, nous, on stocke ce gaz en sous-sol, dans de la roche poreuse, en aquifère ou dans des cavités de sel, comme dans la région Aura. On est le principal stockeur de gaz naturel en France et présent en Europe. On a environ 800 salariés, une grosse cinquantaine en Aura sur 2 de nos sites, Étré à Bourg-en-Bresse et également un site à Autrive et Tersanne. Alors, c'est naturellement dans une volonté de pérenniser nos activités qui sont aujourd'hui majoritairement carbonées que nous avons élargi depuis quelques années nos activités au stockage d'énergie en général. On est par exemple en train de construire un pilote Power to Gas en centre Val-de-Loire.
C'est en développement un de nos projets que nous avons rencontré Tenerdis, le projet Hipster. En effet, nous souhaitons nous appuyer sur notre expertise de stockeur de gaz naturel pour stocker en sous-sol de l'hydrogène. Alors pour nous, c'est une réalité qui est bien plus court-termiste qu'elle n'en a l'air. Et notre enjeu, notre projet, c'est de montrer l'opportunité économique pour les territoires de pouvoir produire et stocker de l'hydrogène en sous-sol. Alors, afin de concrétiser notre projet, nous avons organisé en décembre dernier une journée hydrogène à Étré. Donc, Étré, c'est à une trentaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, au nord de Bourg-en-Bresse. L'idée de cette journée n'était pas seulement d'exposer notre projet, mais surtout de créer une émulation locale autour de l'hydrogène, de sensibiliser les acteurs locaux à ce vecteur énergétique. J'entends par acteurs les collectivités, l'administration, bien sûr, mais également les entreprises. Alors, cet événement, on l'avait décidé en septembre pour décembre. Il faut être bien honnête. Notre liste d'invités était bien maigre. C'est donc naturellement que nous sommes tournés vers Tenerdis et son réseau pour qu'il nous aide sur l'identification des contacts clés et de l'animation de la journée. Alors, j'abrège le suspense. La journée s'est très bien passée. On était environ une centaine. Alors, depuis notre adhésion à Tenerdis, nous avons pu compter vraiment sur la connaissance terrain des équipes de Tenerdis qui ont pu nous mettre en relation, et ce très rapidement, avec les bonnes entreprises, les bons services de l'administration, les bons intervenants. Alors, je remercie particulièrement Nadine, Léonore, Valentin et Ingrid pour leur appui cet automne, parce qu'on a vraiment réussi aussi cet événement grâce à vous. J'apprécie beaucoup l'attention particulière que nous portent les équipes. On se sent vraiment considérés comme adhérents. On a des relances proactives pour avoir des nouvelles des projets, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Alors, dans un monde qui s'enchaîne très vite, c'est très appréciable de se sentir privilégié. Puis ce sentiment, je l'ai également ressenti lors de l'AG, vous avez pu le voir, où nous avons eu l'occasion de converser avec Bertrand Picard. Donc c'était une très belle assemblée générale au mois de mai. Ce que j'apprécie également, ce sont les informations sur les appels à projets, les webinars. Pour nous, à Storengy, quand même la plupart, nous sommes basés près de Paris. Donc, c'est essentiel de pouvoir garder le contact avec le terrain, et ça, Tenerdis nous aide. On a trouvé vraiment super l'organisation en webinar que vous proposez là, comme aujourd'hui. Donc, j'espère qu'on va pouvoir capitaliser sur ce type d'événement pour échanger sans avoir forcément à se déplacer, même si les événements physiques sont indispensables. Alors, je pense que je fais vite. Être adhérent à Tenerdis, c'est également la possibilité de gagner, nous, en visibilité pour nos projets, de partager avec les acteurs, d'interagir, de se constituer un réseau. Nous avons pu participer aux événements, intervenir, comme à la journée industrie hydrogène à péage de Roussillon, en février. Tenerdis nous a également intégré au groupe de travail de la région sur la feuille de route hydrogène. Donc un grand merci pour ces opportunités. Alors last but not the least, nous avons pu apprécier le professionnalisme, le sérieux et surtout la réactivité des équipes pour la relecture des appels, des dossiers déposés à l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt au printemps dernier, et l'appel à projet européen du FCHU auquel nous avons répondu. Au-delà de la relecture et des lettres de soutien que nous a apporté Tenerdis, nous avons pu bénéficier du regard critique et de l'expertise de Valentin sur le sujet. Donc un grand merci à Valentin, parce qu'en plus je sais que les délais étaient très courts. Donc voilà, quand il m'a demandé de témoigner ce matin, je ne pouvais pas lui refuser après tout ce qu'il avait fait pour nous sur ce dossier. Voilà, quelques secondes encore pour aussi aborder le soutien qu'apporte Tenerdis à notre filiale Azola, qui est une start-up interne qui développe une solution de stockage du biométhane, qui est également du coup adhérent de Tenerdis. Alors je sais que vous les avez accompagnés sur la labellisation du dossier de demande de subvention auprès de la région Aura concernant le projet Flores. Ils espèrent aussi votre soutien dans leur démarche de labellisation Solar Impulse. Donc je passe le message. Vous l'aurez compris, côté Storengy, on est pleinement satisfait de notre collaboration avec Tenerdis, qui nous a permis d'accélérer clairement la mise en œuvre de nos projets.
Voilà pour mon témoignage. Merci, voilà, un grand merci parce que on est vraiment d'abord très heureux d'avoir Storengy qui est un acteur très actif et emblématique des adhérents parce que vous êtes voilà mobilisés sur ces sujets d'innovation, vous êtes présents, vous participez. Voilà, je pense que l'intérêt d'avoir des entreprises comme les vôtres, c'est aussi dans les échanges que l'on crée. Alors moi, je vous remercie pour mes équipes et j'avoue qu'il y a certains nombre qui sont autour de la table et je suis sûre qu'elles seront ravies d'avoir pu vous écouter. Mais au-delà de ça, je pense que nous, on remercie aussi nos adhérents d'être présents, de nous amener autant d'idées, d'amener autant d'échanges. Je pense que c'est ça aussi qui fait la valeur de notre réseau tous ensemble. Je vais laisser la parole à Valentin. Je crois qu'il doit gérer les questions voilà, pour les quelques minutes qui viennent. Alors, merci tout à fait, Elsa, pour ce très beau témoignage. Donc, on a eu assez peu de questions sur cette première session de présentation. Peut-être que tout était très clair. Alors, je vais en afficher une première. N'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, on aura une deuxième session de questions, donc qui sera à la fin donc de ce webinaire. Alors, nous avons une première question par le marchand. Alors, est-ce que ça apparaît? Non, peut-être pas. Il faut que je ferme. Voilà, exactement. Donc, posé par le marchand, qu'entendez-vous par la volonté au niveau de la filière PV solaire d'être réindustrialisée? C'était une question qui était arrivée au moment de la présentation de les activités générales de Tenardis par Elisabeth, donc je vais lui laisser répondre. Oui, effectivement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, sur la filière du solaire, on a vraiment les deux niveaux de la filière qui sont concernés. À la fois toute la filière qui est plutôt de la filière, on va dire, d'exploitation, d'installation, de mise en œuvre, et qui, elle, je dirais, s'appuie en particulier largement sur les enjeux et les plans qui sont mis en place au de la région. Et donc, on travaille étroitement avec les acteurs et les différents syndicats solaires pour construire cette feuille de route régionale ensemble et l'accompagner. Et après, ce qui est important aussi, c'est toute la filière amont, qui sont plus les filières d'équipementiers, qui, comme on le sait, ont été largement laminées et avec des reprises de tous ces marchés industriels par les Asiatiques en particulier. Et aujourd'hui, on n'a pas complètement lâché le morceau. Il y a encore des acteurs industriels dans la région. J'en citerai au moins 3 qui sont EMC Greentech, qui sont 2CA, qui sont Photowatt. Et il y en a plein d'autres qui continuent à investir, qui continuent à innover avec l'appui des grands acteurs de recherche que sont l'INES et aussi l'Institut français du photovoltaïque qui est basé à Saclay. Il y a une vraie volonté de maintenir encore et autant que faire se peut de garder de la filière PV solaire en France et dans notre région en particulier parce que on a encore des technologies qui sont innovantes et on peut aussi travailler sur des logiques de bas carbone qui vont être un des vecteurs aussi qui vont permettre de maintenir la filière au moins en France ou sinon en Europe. Donc c'est des axes là-dessus qui sont vraiment en plein développement et qui doivent faire partie normalement des plans de relance. Mais voilà, on pourra en débattre un peu plus longuement si vous le souhaitez, bien sûr. Valentin? Alors, une autre question, oui, pardon, le temps de la logistique, excuse-moi. Donc, posée par Bruno, quelle méthodologie d'évaluation de l'impact économique, donc c'était au moment de mon intervention, sur la partie projet. Alors, je vais mettre ma caméra, ce sera plus ergonomique. Donc, je vais prendre cette question-là. Comment est-ce qu'on mesure l'impact économique d'un projet? Globalement, ça va être l'examen du business plan en fait de l'entreprise. Donc, combien d'emplois vont être induits par ce projet-là? Donc, que ce soit des emplois directs au niveau de la société qui porte le projet ou des partenaires, bien sûr, dans un cadre consortium. Et on prend aussi de plus en plus en compte les emplois indirects, et y compris les emplois en direct, on va dire, sur le territoire régional et national. On sait qu'actuellement, on entend beaucoup parler au niveau du gouvernement des enjeux, justement, comme vient de l'évoquer Elisabeth, de réindustrialisation. Donc, de plus en plus, dans les appels à projets, sont mis en avant les sous-traitants de rang 1 et de rang 2, donc, qui sont basés en France et dans la région.
Donc les parties emploi, bien sûr, et puis la partie contribution au chiffre d'affaires de l'entreprise, perspective de croissance, qui est finalement la raison d'être de ces différents appels à projets, c'est de soutenir la croissance des entreprises. Qui s'adresse à toi, que j'ai vu entre-temps, qui concerne les subventions support à l'innovation. Quel est le ticket minimum d'investissement projet pour que cela s'inscrive dans vos mandats objectifs? Alors concrètement, on n'a pas de minimum. En fait, c'est très dépendant des appels à projets qui vont être publiés. Donc l'appel à projet régional, par exemple, qui s'appelle Innover, commence à 50 kg €. Après, récemment, on a aussi soutenu un projet de territoire. Pour le coup, c'était une collectivité territoriale qui soutenait ce projet-là, qui a été déposé à l'appel à projet Starter ENR. Donc là, c'était un projet qui faisait d'accompagnement, donc 12 kg €. Donc voilà, on peut être sur des montants qui sont relativement faibles. Et dans l'autre côté du spectre, du coup, le corollaire à cette question, c'est quel est le ticket maximum. On a aussi des projets qui peuvent faire plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Donc notamment avec les PSPC, les projets structurants pour la compétitivité, à l'échelle France en particulier. Alors une autre question, une question qui concerne notre interaction, peut-être plus à destination d'Elisabeth ou Michel, qui concerne notre interaction avec le pôle CARA. Donc c'est Transdev, il nous demande quelles sont vos interactions avec ce cluster, y a-t-il des passerelles sur les sujets mobilité? Je peux déjà répondre oui, qui paraissent transverses à ces deux clusters, bien sûr. Ouais, je vais prendre la réponse. Effectivement, CARA est un des pôles de compétitivité avec lequel on travaille le plus, et évidemment sur ces sujets de mobilité, sachant qu'en fait, CARA est plus sur les véhicules eux-mêmes et la motorisation et les flottes de véhicules et des choses comme ça. Nous, on est plus sur les infrastructures de recharge et de mise à disposition de l'énergie jusqu'à la partie batterie. Et en fait, effectivement, on est extrêmement associés à la fois sur des projets technologiques qui allient finalement ces deux composantes-là. Et on a une feuille de route mobilité en particulier sur les batteries, comme je le disais. Et puis également, on est associé avec des projets de territoire. Typiquement, quand on parle des écosystèmes, par exemple sur des nouvelles motorisations type hydrogène et autres, on construit des logiques d'écosystème, par exemple sur les zones de montagne ou les zones rurales, dans lesquelles on va associer à la fois la mise à disposition de l'énergie avec des électrolyseurs, avec des stations de recharge, des choses comme ça, et CARA qui, lui, est plutôt sur la partie véhicule ou motorisation. Voilà. Donc, on monte pas mal de projets comme ça en commun, et avec souvent des doubles labellisations, par exemple, ce qui se passe aussi entre pôles en fonction des sujets. Donc, on a typiquement, c'est Nadine Aubinet-Lanfray qui, dans l'équipe innovation, travaille particulièrement sur ces jeux innovation avec CARA. Et on est aussi partenaire dans les instances au niveau régional sur différents sujets. Alors, avez-vous des projets en cours sur la production de chauffage et ou d'eau chaude sanitaire avec l'hydrogène dans le bâtiment? Donc je vais prendre la question aussi posée par Michael. Oui, on a des projets donc avec de l'hydrogène stationnaire, donc notamment via la startup Sylphen, qui a développé un concept de centrale, on va dire, d'énergie autonome, donc qui fait à la fois de la cogénération, donc du chauffage, et puis de la production d'électricité pour le réseau et pour l'alimentation du bâtiment. Donc en fait, cette partie chauffage peut alimenter à la fois justement de l'eau chaude sanitaire ou le chauffage du bâtiment. Donc c'est surtout là-dessus, je pense qu'on aura des projets. Je n'en ai pas d'autres en tête, mais si vous avez d'autres idées, bien sûr, nous sommes preneurs pour en discuter avec vous. Je profite d'avoir la parole pour vous inviter éventuellement à poser des questions à Elsa aussi, qui est là pour témoigner si vous en avez par rapport à son intervention. Alors, on va justement, je prends la parole, on va justement passer à la suite, mais s'il y a des questions à destination d'Elsa, dans le chat, on lui fera passer bien sûr en direct, elle pourra vous répondre ultérieurement par mail. Et donc maintenant, je laisse la parole à Elisabeth qui va prendre la suite. Oui, donc effectivement, moi je vais enchaîner alors dès que la présentation s'affiche.
Voilà, très bien, c'est bon, j'ai récupéré la main. Voilà, je voulais un peu aborder dans la deuxième partie là, de cette présentation de service que l'on met à disposition de nos membres, un sujet qui est pour nous important, qui est tout ce qui est développer votre communication et développer votre visibilité. Alors c'est clair que ça s'adresse principalement aux entreprises qui sont plus petites et qui ont moins de capacité que des grands groupes qui ont des services marketing extrêmement développés et clairement pas forcément besoin de nous, mais nous, on est vraiment là aussi attachés à dire, voilà, on part d'une démarche qui est de l'innovation, on crée des projets, on crée des solutions, et après, il faut que ces solutions soient le plus connues et le plus valorisées, parce que très souvent, les solutions innovantes ont aussi des difficultés parfois à percer. Et donc, nous, on est là aussi pour accompagner cette mise en valeur et montrer la différenciation et montrer la compétitivité de ces solutions-là. Comment est-ce qu'on s'y prend? On a en fait plusieurs réseaux que l'on active. Et le premier des réseaux qu'on active très, très, très largement, c'est tout ce qui est autour de la promotion des entreprises et de leurs activités sur les réseaux sociaux professionnels. On a 5000 abonnés sur les réseaux Twitter et LinkedIn, qui sont vraiment les deux réseaux sur lesquels on se concentre. Chaque nouvel abonné, chaque nouvel adhérent qui arrive reçoit, je dirais, une communication spécifique sur les deux réseaux. On explique ce que fait que l'entreprise et nous, on se connecte en fait à leurs activités et on relaie systématiquement tout ce que l'entreprise peut faire, soit au titre de la présentation de ses activités, soit au titre des informations qu'il peut avoir. Et en plus de ça, chaque adhérent peut, dans notre propre site web, créer une actualité qui lui permet de valoriser et donc du coup de bénéficier aussi de l'effet d'amplification de notre site web. Et comme ça, elle apparaît en tant qu'actualité adhérent et sur un sujet, sur un autre. Alors, on modère un petit peu le contenu, mais c'est vrai, l'idée, c'est vraiment de promouvoir et d'appuyer un événement qu'organise un adhérent ou un communiqué de presse qui vient de relayer. Donc ça, on fait ça tous les jours avec l'équipe communication. Le deuxième sujet qui est important aussi, c'est offrir des prises de parole et des pitchs. Alors évidemment, on le fait dans le cadre de nos rencontres réseau, c'est-à-dire que les nouveaux adhérents sont appelés à pitcher sur des solutions un peu innovantes et sur leurs activités. Et puis, on essaie, autant que faire se peut, de les mettre en avant dans des événements organisés par nos partenaires, donc typiquement comme les rencontres Ecotech qui ont lieu au PEPS à Paris, dans lequel on fait pitcher entre 5 et 7, je dirais, entreprises autant que possible à chaque fois. On n'est pas tout seul, mais en tout cas, on essaie de les positionner pour qu'ils puissent, devant une audience et un parterre extrêmement large, en fait, gratuitement bénéficier de cet effet je dirais, de haut-parleur et de visibilité. On peut également organiser des rencontres avec des grands groupes, ce que l'on a fait l'année passée. Alors cette année, le contexte n'y s'y prêtait pas, mais en mettant en avant auprès d'un groupe qui définit un certain nombre de thématiques clés, les entreprises qui sont les plus susceptibles en fait de répondre à cette thématique. Et ça donne des connexions extrêmement rapides finalement entre des grands groupes souvent chercheurs d'innovation un peu particulières par rapport à leurs propres activités et des entreprises qui évidemment cherchent des marchés et en particulier ces marchés des grands groupes. Et ce que l'on fait également, donc on accompagne la présence sur un certain nombre de salons thématiques. Cette année en particulier, on ira à Polytech. Donc si vous êtes intéressé à vous présenter sur Polytech, et on a des tarifs privilégiés en fait qui sont accordés dans le cadre du partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc vous pouvez accéder à un stand, c'est le package clé en main pour exposer sur Polytech. Donc n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Et on va aussi sur la Smart City Expo World Congress à Barcelone, qui sera l'événement international que l'on fera cette année, compte tenu du contexte, et qui est une très, très belle vitrine aussi pour toutes les entreprises qui œuvrent dans le domaine des Smart Cities. Donc, en particulier en partenariat avec Grenoble, sur le stand commun Lyon-Grenoble. Voilà. Donc, on a cette communication qui est vraiment forte, et on souhaite le faire parce que pour nous, c'est vraiment important d'être capable de valoriser en particulier les solutions qui sont issues de nos projets, issues des activités de nos adhérents. On a déjà parlé de la Fondation Solar Impulse. On a maintenant ce partenariat qui nous permet en fait d'accompagner vos candidatures, et donc c'est Quentin qui s'en occupe, pour porter votre dossier dans le cadre du label Solar Impulse et bénéficier une vitrine absolument extraordinaire en termes d'image de marque, de communication, de mise en avant, que ce soit en France ou à l'international. Il y a accès à des investisseurs en particulier de la même manière.
Donc ça, c'est un programme que l'on a construit là au printemps et qui se développe. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous solliciter pour comprendre comment y adhérer. Et dans la même mouvance, on a notre label qui s'appelle Energize by Tenerdis, sur lequel on a déjà labellisé 32 solutions qu'on promeut à travers un catalogue, une vidéo, et pareil que l'on pousse en particulier dans des guides de solutions d'appels innovants ou des choses comme ça, et qu'on valorise évidemment sur les salons et en France à l'international. Donc, on a vraiment cette volonté de mettre en avant vos produits, de mettre en avant vos solutions et de vous accompagner par rapport à cela, parce que on est là aussi pour ça et pas juste voilà, on fait du projet, mais on veut que le projet devienne une solution et devienne du business pour vous. Et je vais laisser la parole à Ingrid, qui va prendre ma suite, voilà, pour vous parler d'international. Merci Elisabeth. Donc bonjour à tous, Ingrid Milsan. Donc moi je suis responsable de l'international pour Tenerdis. Et en fait, notre point fort vis-à-vis de cette thématique, c'est vraiment de vous accompagner justement de façon ciblée par des contacts précis que nous avons sur les thématiques de la transition énergétique. Donc, il y a de nombreux accompagnements qui existent à l'international, en France et en région, auxquels on ne se souhaite pas du tout se substituer, mais nous, on est là pour avoir un accompagnement très précis auprès d'acteurs thématiques que vous recherchez. Donc, on a 3 points forts dans notre accompagnement qui sont cités ici, et je vais vous parler tout d'abord donc du réseau International Clean Tech Network. Ingrid, juste une interruption technique. Je pense que la connexion n'est pas suffisante. Je pense que c'est mieux que tu coupes ta caméra parce que l'audio bug. Ouais. Merci très beaucoup, bien. désolé. Maintenant, désolé pour. J'espère que ça va mieux là. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça a l'air d'être mieux. On t'entendait, mais il y avait des distorsions, ouais. Et là, ça va être mieux. Très bien, excusez-moi. Donc, voilà un peu la carte du réseau International Clean Tech Network auquel nous appartenons depuis près de 10 ans. C'est un réseau de structures comme nous, comme Tenerdis, mais un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe, comme vous le voyez sur la carte, mais aussi en Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique du Sud. Et l'objectif de ce réseau, c'est vraiment d'ouvrir les portes de ces pays-là aux adhérents de chaque cluster du réseau. Donc, typiquement, vous êtes membre de Tenerdis, vous êtes intéressé par le marché sud-africain, eh bien, nous pouvons nous reposer sur le contact de Green Cape Cluster en Afrique du Sud pour vous aider dans des recherches de partenaires ou même à vous ouvrir des portes sur des typologies de clients que vous préciserez. C'est ce qu'on appelle le passeport ICN qui va même jusqu'à vous héberger pour des petites missions courtes de découverte des marchés étrangers. Donc, un réseau fort de plus de 16 000 entreprises et du coup, c'est un point fort non seulement pour trouver des débouchés commerciaux, mais également pour trouver des partenaires pour des projets européens. Et donc là, on rejoint un peu la thématique de l'innovation qui a été présentée par Valentin. Ensuite, je voulais mettre l'accent sur une action qu'on conduit au sein du pôle et qui est celle d'un club Afrique. Donc effectivement, les thématiques de la transition énergétique et de l'accès à l'énergie plus précisément sont des thématiques qui nous amènent à nous intéresser de près aux besoins du continent africain. Et on a donc constitué un club Afrique au sein du pôle qui rassemble plus de 35 participants et dont la richesse et justement la diversité des typologies des acteurs, puisque ce ne sont pas que des entreprises, mais on a aussi des ONG, des collectivités, des universités. Et chacun de ces types d'acteurs nous ouvre son réseau, ce qui est très intéressant pour pouvoir justement avoir une approche collective en Afrique et non pas y aller seul. On a aussi donc une veille marché dont je vous reparlerai tout à l'heure. On peut vous accompagner dans des projets en Afrique avec des guichets de financement qui sont un peu particuliers, parfois méconnus de nos acteurs, comme le guichet FASEP, qui est un guichet français de la DG Trésor, spécialement pour financer des études ou de l'innovation dans des pays plutôt en développement, et puis les guichets comme l'AFD, l'Agence française de développement.
On est également accompagné par la région sur notre plan de développement à l'international, ce qui permet de vous offrir des prestations à des prix réduits, puisque la région en prend une partie en charge. Donc voilà quelques exemples d'actions mutualisées que nous avons cette année. Le salon Smart City Expo à Barcelone, sur lequel Grenoble-Alpes Métropole a un stand et propose à nos adhérents de venir co-exposer avec elle. Donc là, on est vraiment dans les derniers jours de cette proposition, si ça intéresse des personnes. Le salon Polytech, dont Elisabeth a déjà parlé. Une mention d'un accompagnement particulier sur l'Algérie et sur le Canada. Donc l'Algérie, c'est en cours. Nous avons organisé un webinaire de présentation des opportunités du marché algérien de la transition énergétique et allons proposer un accompagnement collectif sur cette destination. Donc à nouveau nous contacter si intérêt. Et de la veille, donc nous avons 2 services de veille qui vont être mis en œuvre. Un premier qui est ciblé sur les appels d'offres off-grid, donc c'est tout ce qui est hors réseau, en Afrique en particulier. Donc ça peut concerner à la fois le résidentiel, l'accès à l'énergie pour les habitants, mais aussi le communautaire, l'accès à l'énergie dans des villages, dans l'accès à l'énergie, enfin et aussi la fourniture d'électricité et d'énergie pour de l'industrie ou de l'agriculture, donc à des échelles plus importantes. Donc cette veille consistera à recevoir des bulletins d'information hebdomadaires pendant une durée de 12 mois et elle est proposée en lien avec notre adhérent Infinergia. Et une autre veille sur les marchés de l'aide au développement en Afrique, pour lequel nous organiserons un webinaire le 7 juillet prochain. Voilà, j'en ai terminé pour ma part et je vais laisser la parole à Sébastien Cerise, s'il nous a rejoint. Je vous ai rejoint, normalement vous m'entendez. Super Sébastien, je coupe mon micro. Super Ingrid, merci. Bonjour à tous. Derrière ce brillant exposé, je vais avoir du mal à rajouter quelque chose, mais c'est vrai que vous expliquez que depuis quelques mois, donc avec sous l'impulsion d'Ingrid, on a pu entamer une belle démarche, je vais dire très pragmatique, justement sur l'export. Ce qui a guidé nos réflexions, c'est justement d'avoir l'approche la plus pragmatique et d'apporter des solutions, je dirais, prêtes à l'emploi aux adhérents du Club Afrique TENER10. Donc, on s'est astreint dans un premier temps à essayer de mettre en commun toutes les bonnes pratiques et bien évidemment tous les objectifs que tout un chacun avait en adhérant à TENER10 et en adhérant à ce Club Afrique. Donc, on a commencé par identifier les pays cibles en fonction des projets et on va dire des intérêts communs. On en a ciblé quelques-uns en particulier. Ingrid a parlé d'Algérie juste avant. On a identifié aussi tous les canaux de distribution, les apporteurs d'affaires, les agents. Donc encore une fois, par un système de cooptation, puisque c'est des canaux qui fonctionnent pour certains de nos adhérents. Donc l'idée c'était aussi de les mettre en commun et de voir comment on pouvait travailler autour de ça. Le troisième onglet, c'était identifier des segmentations de marché qui correspondaient à chacun, puisqu'on ne peut pas tous monter entre guillemets sur des centrales clés en main ou aller distribuer des kits solaires. Donc on a identifié des segments de marché B2B ou B2C. Et la prochaine étape, ce sera encore une fois d'arriver à identifier des offres communes qui vont nous permettre justement d'avoir une équipe TENER10 qui soit à même de prendre en main, peut-être clé en main, certains sujets, mais encore une fois de manière très pragmatique. Je ne reviendrai pas sur le volet que Ingrid a longuement identifié, c'est-à-dire les data marchés, tout l'aspect marketing info, donc au travers des études de marché, mais ça va aussi nous permettre de renforcer notre expertise commune sur le devenir de ces pays et sur les investissements que l'on poursuit. Donc on est dans une phase entre guillemets de structuration. On a bien avancé en quelques mois et malgré
des circonstances sanitaires et pour certaines géopolitiques que l'on a connues, mais on a posé des bases solides pour arriver à développer cette activité-là et j'en suis ravi. Donc les prochaines étapes, ce seront bien évidemment d'identifier des partenariats forts et collectifs pour mettre en place ce que je disais, c'est-à-dire cette équipe Ténardis pour l'Afrique. Donc on s'est astreint encore une fois, je le répète, à être très pragmatique, très terre à terre pour justement s'orienter vers comme l'expliquait Elisabeth et Ingrid, vers la prise d'affaires et vers du concret. Donc, c'est-à-dire de la mise en commun de force, la mise en commun de bonnes pratiques et bien évidemment la mise en commun de vision ou de perspectives. Voilà, j'ai essayé d'être précis, concis. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je développe d'autres termes. Merci, Sébastien. Je pense qu'il y a un petit peu d'écho. Voilà. Merci, merci Sébastien. Écoute, merci, voilà, merci à vous parce que voilà, je pense que Reyes nous a rejoint l'année dernière et je pense que a réellement voilà donné ce que l'on peut apporter, voilà, quand on a, je dirais, l'envie et le dynamisme que vous avez pu percevoir à travers Sébastien, d'aller bouger les choses, d'aller de manière pragmatique, comme il exprime, enclencher des connexions internationales, mettre en place ces veilles d'appel d'offres, mettre en place tous ces projets de réalité de terrain. Et je pense que c'est aussi ça un peu l'esprit qui nous anime, c'est d'être aussi ancré auprès des entreprises dans les choses qui prennent pas forcément 10 ans, mais on travaille sur le long terme quand il s'agit de prospective de transition énergétique, mais on est aussi là pour accompagner au quotidien les entreprises. Et tout le travail qui est fait au quotidien entre les uns et les autres font partie de cette valeur en fait du réseau qu'on essaie de constituer. Alors on va attaquer la deuxième session de questions-réponses. Là, je vais laisser la parole ou la main à Quentin certainement, qui a dû regarder très certainement tout ce qui a été paru. Je sais que j'ai vu passer pas mal de questions, mais des réponses en même temps. Donc, le chat a été bien actif, donc ça c'est sympa. Mais je suis sûre qu'il y en a encore quelques-unes qui sont voilà, soit sur la deuxième partie, mais aussi pour Sébastien ou Elsa. Voilà, si vous voulez revenir sur d'autres sujets précédents. Alors j'en profite juste pour remercier Sébastien pour ce témoignage et pour mentionner que c'est un de nos animateurs sur le DAS stockage et conversion d'énergie, donc avec une forte implication dans le pôle. Donc je le remercie encore une fois pour ce témoignage et pour les nombreuses expertises des dossiers qui nous a aidés à labelliser. Voilà. D'accord. Oh, mon micro, c'est un vrai plaisir. Je vous prends juste 30 secondes parce que c'est vrai que en tant que nouvel adhérent, pendant quelques temps, j'ai cherché mes marques entre guillemets, mais j'ai trouvé une équipe dynamique, pragmatique et c'est un vrai plaisir de travailler avec vous au quotidien. Et encore une fois, de participer à ce qui nous anime tous, c'est-à-dire essayer de rendre concret, cette transition énergétique. Donc voilà, avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Quentin, tu veux… donc voilà, on a une question. Avez-vous un ou des bureaux d'études en environnement au sein de vos membres pour les accompagner sur les questions environnementales et réglementaires? Donc c'est Sabrina Folly qui nous pose cette question du bureau d'études Odyssée Environnement. Alors effectivement, dans les membres que l'on a, on a toutes les, comme je le disais, il y a tous les représentants de la filière, que ce soit des bureaux d'études, des installateurs, des équipementiers, des concepteurs de technologie, des offreurs de services. Donc je dirais que toute la chaîne de valeur est évidemment présente au sein de Ténardis. Et je dirais que par rapport à des logiques de bureaux d'études, soit effectivement les entreprises qui nous rejoignent viennent en tant que, je dirais, participants de la filière et du coup peuvent aussi monter dans les projets d'innovation, par exemple. Mais également, ils peuvent aussi, comme l'expliquait Michel tout à l'heure, rejoindre le club des partenaires, donc dans un statut un petit peu particulier, qui dans ce cadre-là peut leur permettre aussi d'apporter un certain nombre de services complémentaires aux adhérents. Donc on va dire, la réponse est bien sûr oui, et je dirais que la porte est aussi ouverte à tous ceux qui veulent nous y rejoindre. Quentin? Oui.
J'enchaîne. Je laissais juste à Michel le temps. Je ne savais pas s'il voulait d'accord. compléter, mais il prendra la parole après s'il veut compléter. Une autre question. Quelle complémentarité d'offres par rapport à UIT InnoEnergie? Donc, je ne sais pas qui veut prendre la question. Je peux la prendre aussi. Donc l'EIT InnoEnergie, donc c'est une GIC, en fait, c'est un organisme qui est issu d'un organisme européen, parce que la InnoEnergie est basée à Grenoble, mais dépend d'un réseau beaucoup plus large qui est un réseau européen, pardon. En fait, on travaille de manière très complémentaire, puisque eux sont en particulier chargés de développer l'accompagnement, y compris l'investissement, en fait, dans un certain nombre d'entreprises et de start-up. Soit sous l'angle investissement direct avec des retours attendus en fonction de la performance du projet qu'ils soutiennent. Ils les accompagnent aussi beaucoup sur des sujets de formation et ils les accompagnent aussi dans des logiques de hub d'industrialisation et d'accompagnement en fait sur leur montée en puissance de projet. Et en fait, nous on travaille étroitement avec eux, en particulier pour que dans les entreprises qui font partie de l'Innoénergie, certaines d'entre elles, en fait, sont membres aussi de Tenerdis et on les accompagne sur les projets d'innovation sur des guichets qui ne sont pas du financement InnoEnergie. Donc, typiquement, voilà, c'est ce que l'on fait en complément avec eux, avec Richard Biagion. Alors, on travaille particulièrement avec l'antenne d'Auvergne-Rhône-Alpes et de France, donc qui est basée à Grenoble. Mais potentiellement, on peut aussi travailler avec d'autres EIT comme la partie climat aussi, qui existe aussi au niveau national et international. Je vais juste dire un mot de complément par rapport à ça. On va dire que InnoEnergie, enfin, en tout cas de mon point de vue, est plutôt axé sur le soutien à l'entreprise, à son développement, à sa croissance en général, alors que Tenardis est plus axé, on va dire, sur la partie développement projet concret, précis, d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit, en tout cas sur la partie innovation. Je ne parle pas de la partie réseau et croissance. Et j'en profite pour rajouter que si vous êtes membre d'InnoEnergie, vous pouvez tout à fait leur demander un accompagnement sur la stratégie de financement. On a passé un accord avec eux, donc voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent financer pour vous. Normalement, ça doit faire partie de la collaboration que vous devez avoir avec InnoEnergie. Voilà, je me permets de prendre la parole. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions dans le chat. Je vois qu'il y en a un en train d'écrire. Je laisse juste quelques secondes, voir si des questions émergent. Et puis sinon, on pourra en prendre peut-être juste une dernière après la conclusion. On a 3 personnes qui écrivent en ce moment. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à nos grands témoins de ce webinaire. Ils sont là pour vous répondre. Alors, une nouvelle question de Bruno. Quelle action spécifique en faveur de la création d'entreprise? Elisabeth, tu veux que je prenne ou tu veux prendre? Non, mais vas-y, je t'en prie. Je compléterai. Alors, nous, on va dire, chez Tenardis, on intervient, je vais mettre ma caméra, c'est plus ergonomique. On intervient en soutien aux entreprises qui sont déjà créées. Donc, en fait, on a des accords avec les sociétés d'accélération de transfert de technologie, les SAT, donc que ce soit, par exemple, Linxium ou autres, que ce soit dans les différentes villes de la région. Et en fait, donc ces SAT vont accompagner l'émergence du projet, la création de l'entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, en fait, les SAT ne vont plus soutenir l'entreprise et quelque part, nous allons prendre le relais sur cette stratégie de croissance. Donc ça, c'est un premier mode où finalement, c'est pas nous qui accompagnons l'entreprise, mais d'autres, et ensuite avec un passage de relais. Et deuxième mode, on va dire, de soutien à la création d'entreprise, qui était d'ailleurs cité par Elsa tout à l'heure, dans son témoignage, ça va être l'émergence d'entreprises via la création de filiales ou de spin-off de certains de nos adhérents. Donc, Elsa mentionnait Azola, qui s'est créée en décembre 2019, donc qui est une filiale à 100% de Storengy. Et donc, du coup, dès qu'Azola a été créée, elle a adhéré à Tenardis pour développer un projet qu'elle mentionnait tout à l'heure. Voilà. Mais nous, on intervient vraiment une fois que l'entreprise est créée, une fois qu'il y a un numéro de SIRET, voilà. On n'intervient pas en phase amont. Oui, effectivement, pour compléter, je rejoins tout à fait. Nous, on est membre de la SAT Linxium en particulier. Moi, je suis au conseil d'investissement. Donc, on voit passer les entreprises avant qu'elles ne naissent, en fait.
Et on a aussi des relations avec un certain nombre d'incubateurs, pareil, qui sont dans des stades de pré-analyse, mais par contre, les entreprises ne sont pas encore adhérentes. On est plus en veille des futures entreprises, mais on n'est pas actif avec eux. Et en particulier, on ne travaille pas sur les logiques de financement, des choses comme ça. Ce que je mentionnais aussi, c'est aussi valable bien sûr pour les laboratoires qui créent beaucoup de startups issues des laboratoires. Proposez-vous des processus d'accélération spécifiques aux startups créées que vous accompagnez? Là, je pense que c'est plutôt une question pour Michel sur la partie peut-être levée de fonds, j'imagine. Vous m'entendez là? Bon, merci pour la question. Oui, comme vient de le signaler Valentin, en fait, on n'intervient pas sur la création, hein, ça je pense que vous l'avez bien compris, mais dans toute la phase accélération, alors que ce soit des startups en l'espèce, mais aussi des PME pour tous les besoins de financement notamment que vous pouvez rencontrer, mais au-delà aussi de toutes les problématiques qui se posent lorsqu'une entreprise se crée, qu'elle soit startup ou non, à savoir des problématiques, on l'a dit à propos des RH, par exemple, de recherche de compétences, de mise en relation. Je crois qu'au cœur de l'activité de Tenerdis et des pôles en général, parce qu'on fonctionne tous sur ce même mode, on met en relation, on facilite les relations. Nous sommes des facilitateurs. Et que ce soit pour des petites entreprises, des plus grosses, que ce soit pour des activités d'ordre académique, on a une capacité via le réseau qu'on peut avoir au niveau régional, national, international, de vraiment mettre en relation très 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 vite. Donc en ce sens, ce sont des phénomènes d'accélération pour le développement d'une start-up, d'une PME, voire même d'un laboratoire. Et c'est en ce sens que nos adhérents, on a eu les témoignages donc d'Elsa et de Sébastien en ce sens, qu'on peut intervenir et que nous sommes finalement des accélérateurs, même si on a des spécialistes dans nos réseaux qui sont des accélérateurs en tant que tels, que ce soit des pépinières ou des organisations qui prennent le relais après les SAT. Mais vous pourrez me rappeler ensuite et on pourra rentrer dans le détail sur cette question, parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci pour la question en tout cas. Merci Michel. Nous allons enchaîner sur une conclusion rapide d'Elisabeth et juste après un petit sondage d'1 minute qui nous permettra de savoir un peu ce que vous avez pensé de ce webinaire. Donc merci d'y répondre. Voilà, merci Quentin. Effectivement, voilà un dernier partage parce que je pense que vous avez vu différentes activités là dans les différents secteurs que l'on a présentés. Voilà le récapitulatif des actions que l'on a, je dirais, validées à date d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez qu'il y en a encore beaucoup entre même déjà le début du mois de juillet et puis tout ce qui va se passer, on va dire, à la rentrée. Donc, encore beaucoup de webinaires, comme le disait Elsa, parce que de toute façon, la période fait qu'on peut difficilement faire autrement. Et on reprendra quelques activités de networking physique, et on l'espère vraiment, avec, par exemple, les rencontres réseau qui ont lieu le 15 octobre, qui nous permettent vraiment de rassembler le réseau, d'avoir énormément d'échanges avec du B2B organisé autour de tout ça. Et puis également, donc, des comités de programme qui auront lieu en novembre sur différents sujets. Et sans compter évidemment des actions sur l'hydrogène, sur des webinaires de financement d'innovation avec la Banque Populaire. On a un certain nombre d'actions aussi à l'international que vous avez listées là, donc vous pourrez le découvrir l'agenda dans le site web. Le plus simple, donc vous aurez cette cartographie là, ça vous l'avez un peu en avance de phase et de toute façon en temps réel, vous allez sur notre site et vous avez tous les événements avec beaucoup plus de détails qui sont organisés ou co-organisés sur notre site web dans la rubrique agenda. Donc, je vous invite vraiment à aller participer à ça. En tout cas, moi, je sais qu'on est heureux d'avoir pu avoir ce webinaire. Donc, Quentin va reprendre la main pour vous demander un petit sondage, de savoir si vous êtes intéressé. Nous, on souhaite vraiment que ce réseau il continue à vivre avec votre présence, avec votre activité. Donc, voilà, n'hésitez pas surtout à nous faire part et à nous contacter parce que je pense que c'est ça qui nous motive avant tout. Voilà, donc je reprends la main juste 30 secondes. Pour répondre à une question, pour télécharger les slides, vous avez un bouton tableau d'événements en haut à droite et vous cliquez ensuite sur fichier partagé et vous pouvez télécharger les slides. Et sous vos yeux, normalement, s'affiche une petite enquête
avec 3 questions. Donc, pensez bien à scroller vers le bas pour cliquer ensuite à la fin sur « Envoyer ». Le bouton n'apparaît pas forcément. Et donc, vous avez 3 petites questions qui nous permettront de savoir un peu quelles ont été les parties les plus intéressantes pour vous et pour vous également de nous donner votre contact pour que l'on vous recontacte directement. Et dans tous les cas, vous avez bien sûr mon mail pour nous recontacter. Je laisserai la session ouverte quelques minutes jusqu'à 12h05 pour laisser à tout le monde le temps de télécharger les slides et de répondre. Et je vous remercie à tous pour votre participation. Voilà. Merci, un grand merci Quentin. Et vraiment, je souhaite conclure. D'abord, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que vous avez, je dirais, ou l'adresse de Quentin qui vous l'a envoyé tout à l'heure, ou de toute façon, à travers cette enquête-là, vous pouvez laisser vos coordonnées. Voilà, nous, on sera, je dirais, prêt à vous recontacter là dans les prochains jours, évidemment, pour voir qu'est-ce qui vous a intéressé, comment vous souhaitez participer. Voilà, il y a énormément de choses et rejoindre le réseau. On a encore beaucoup de choses d'ici la fin de l'année. Donc, il ne faut surtout pas même hésiter à adhérer dès maintenant et vous profiterez évidemment de tout le programme. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aussi dans le matière d'innovation dans les mois qui viennent. Donc, à la fois pour l'ensemble des domaines, voilà, contactez-nous et on sera plus qu'heureux de vous intégrer et de vous faire participer à l'aventure de Tenardis, voilà, au cœur de la transition énergétique dans la région. En tout cas, ben voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos questions, parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, d'animation et ça c'est bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup à Elsa et à Sébastien pour leur participation et leur chaleur communicante pour les équipes. Et voilà, je les en remercie vraiment du fond du cœur pour eux. Et puis, bah, écoutez, je vais clôturer ce webinaire. Et comme l'a dit Quentin, on le laisse encore un peu ouvert, comme ça que vous ayez le temps de télécharger les présentations. Si vous avez un souci, de toute façon, vous nous recontactez sans aucun problème. Merci à tous. Bon appétit et puis prenez soin de vous, mais voilà, et surtout profitez de la vie. À bientôt.